Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Devant le dépôt Esso de Normandie, poursuite de la grève. En Indre-et-Loire, près de 60% des stations-service sont soit fermées, soit en rupture de stock. Faut-il s'attendre à une journée noire en France ? 4 syndicats appellent ce soir à une journée de grève dans plusieurs secteurs d'activité. On dit depuis maintenant des années que les mouvements sociaux ne servent à rien. Mais là, on s'aperçoit que ça sert à quelque chose. Un mouvement de grève de 72 heures reconductible a débuté mardi sur les 2 sites de Lubrizol. Moi, j'espère que ce sera l'étincelle qui déclenchera un mouvement de grève générale. Aucune grève généralisée en France n'a jamais surgi à la suite d'un appel à la grève générale. L'impact de ce conflit social est devenu, nous en avons conscience, insupportable pour de trop nombreux Français. Je dis d'abord à tous nos compatriotes qui sont bloqués, qui ne peuvent pas prendre leur véhicule, que nous sommes avec eux. Je le dis aux salariés, ça n'est pas normal qu'une minorité de salariés continue à bloquer le pays. Le gouvernement vit dangereusement. Et le problème, c'est que l'exemple de pays voisins montre que quand des gouvernements vivent dangereusement, ceux qui en profitent en dernière analyse ne sont pas forcément les organisations politiques qui devraient être les soutiens naturels de ceux qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Le climat social est agité, comme nous le savons tous. C'est pas tout à fait une surprise dans la mesure où, depuis plusieurs mois, on a assisté à une poussée de grèves qui sont des grèves qui présentent la caractéristique d'être des grèves que je qualifierais offensives, c'est-à-dire des grèves pour une augmentation des salaires, pour la défense du pouvoir d'achat, et non pas des grèves contre des attaques, fermeture d'entreprises, etc. Ce qu'on revendique, nous, chez Total, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Et on refuse de croire qu'il n'y a que les salariés de Total qui sont concernés par ça. Parce que l'augmentation de l'inflation, la perte de pouvoir d'achat, la baisse du niveau de vie, c'est tous les citoyens français aujourd'hui qui la prennent. Les salariés de Total, donc là, on n'est pas dans une logique de citoyenneté, on est dans une logique de salariés, qui, compte tenu des super profits qui ont été réalisés par Total, appellent au moins à un maintien de leur pouvoir d'achat, voire plus. Et par ailleurs, il y a à l'échelle nationale et du point de vue des citoyens une attention particulière et une tension particulière vis-à-vis de secteurs qui constituent des dangers publics au regard des questions écologiques et de leur acuité. Il y a indéniablement un malaise social qui tient à la conjoncture économique et politique que nous connaissons et qui s'est cristallisé à la rentrée. On parle souvent de rentrée sociale. Les rentrées sociales ne sont pas toujours chaudes, elles sont moins encore toujours explosives, mais il est indéniable que dans cette après-élection, avec cette situation politique d'un gouvernement qui n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, mais qui fait comme s'il l'avait et qui n'entend rien et qui n'écoute rien, où il y a des menaces nouvelles, enfin réitérées plus précisément, sur la question des retraites, ça crée une poussée de mécontentement. Le président de la République a aussi fait un point sur la réforme des retraites. Cette réforme, nous la ferons, et nous la ferons parce qu'il nous faut financer de grandes priorités qui concernent nos concitoyens dans les prochaines années. On a un gouvernement minoritaire à l'Assemblée nationale qui nous dit d'abord que nous sommes dans un régime libéral, économiquement libéral, et que par conséquent, la négociation salariale est du ressort de l'entreprise, point. Et que par conséquent, le gouvernement n'a pas son mot à dire. Puis, qui réquisitionne. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Nous ne pouvons pas l'accepter. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Puis, qui dit que la grève est illégitime. Alors la CGT, en effet, refuse cet accord, qui est pourtant un accord majoritaire. C'est acceptable pour vous ? C'est inacceptable et c'est illégitime. Le gouvernement vit dangereusement. Et le problème, c'est que l'exemple de pays voisins montre que quand des gouvernements vivent dangereusement,
ceux qui en profitent en dernière analyse ne sont pas forcément, hélas, les organisations politiques qui devraient être les soutiens naturels de ceux qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Nous sommes dans un pays où, depuis la Charte d'Amiens en 1906, il y a un partage des tâches qui s'est institué, qui s'est instauré entre les partis politiques qui étaient alors émergents, au même titre que le syndicalisme qui était émergent, et le mouvement syndical. Dans notre histoire longue, et je dirais jusqu'aux Gilets jaunes, il n'y a jamais eu de très large mobilisation. J'entends par là des mouvements qui dépassent les espoirs les plus fous des organisateurs et qui précipitent sur quelque chose d'inattendu par tout un chacun, sans le rôle logistique et, je dirais, quantitatif des syndicats. Ça vaut y compris sur des questions politiques. Je prends 2 exemples. La grève antifasciste après la manifestation des forces d'extrême droite du 6 février 1934, et donc une grève des manifestations et des grèves dont un objectif majeur est de défendre la République. C'est un objectif politique s'il en est. Antoine Braud avait montré dans un article il y a déjà longtemps que les forces qui sont dans la rue et qui font de cette journée quelque chose de jamais vu, à l'échelle nationale, ce qui était du jamais vu aussi, sont les forces syndicales. La géographie et l'importance des manifestations recouvrent très exactement la carte de l'implantation syndicale. Je prends un autre exemple, plus proche de nous. Le 1er mai 2002, c'est-à-dire la manifestation qui a lieu après que pour la première fois, hélas, le Front National soit présent au second tour, c'est un 1er mai. En France, ça s'est instauré comme la chose des syndicats. Les syndicats en conservent la maîtrise et ça confère sa pleine légitimité à cette manifestation. En France comme ailleurs, on a eu, à partir de l'entrée dans la conjoncture nouvelle qu'on a appelée la crise, mais une crise qui dure plus de 40 ans, c'est une conjoncture, c'est plus d'une crise, à partir de l'entrée dans le néolibéralisme qui s'est bien instauré, un phénomène de décrochage du poids des syndicats. Les Gilets jaunes, qui ne sont pas nécessairement un symptôme de la crise du syndicalisme, qui ont émergé sur un terrain qui n'était pas celui de l'entreprise, c'est ça qui est nouveau. C'est comment, sur une base territoriale, a surgi un mouvement à partir de revendications qui n'étaient pas des revendications salariales. Et d'ailleurs, ça a été un élément de tension entre les organisations syndicales et les Gilets jaunes, dès lors que les Gilets jaunes, c'était Macron démission, mais que la question du patronat était d'autant moins présente qu'il s'agissait souvent soit de travailleurs indépendants, soit de salariés de petites entreprises où il n'y a pas de syndicat depuis des années et où, disaient certains dans la presse, le patron et nous, on est dans la même galère, quoi. Nous avons vécu entre la libération et les années 70 dans un État social. C'est la crise de l'État social qui a provoqué une crise de la démocratie et par là même une crise des acteurs qui étaient consubstantiellement liés à cette démocratie et qui explique les phénomènes de discrédit qui pèsent aujourd'hui sur la démocratie, sur les démocraties et sur leurs anciens acteurs qui ne sont pas responsables de cette situation, mais qui en sont les tragiques héritiers contemporains. En 2003, Jean-Pierre Raffarin, alors que débutait un mouvement contre une réforme des retraites, avait déclaré « ce n'est pas la rue qui gouverne ». En clair, le Parlement doit décider, la rue doit s'exprimer, mais ce n'est pas la rue qui gouverne. Il n'a pas dit « ce n'est pas les manifestants qui gouvernent », il n'a même pas dit « ce n'est pas les porteurs de pancartes », comme disait le général de Gaulle. Il a dit « ce n'est pas la rue ». Et la rue, dans ce pays, moi je me suis toujours demandé s'il y avait une majuscule ou pas, hein, mais comme c'était sur les ondes, je ne le saurais jamais. C'est la rue de Lebon, c'est la rue de Tarbes, c'est la foule irrationnelle, c'est la foule qu'il faut faire rentrer dans les rangs. En 2003, le gouvernement avait décidé non seulement de faire passer la réforme, mais de casser l'instrument. Depuis 1983, une dizaine de manifestations avaient été venues à bout de projets de loi et quelquefois des ministres qui allaient avec, et même une fois d'un gouvernement. À partir de 2003, et si j'accepte le CPE et jusqu'aux Gilets jaunes, aucune mobilisation n'est venue à bout des projets de loi qui étaient contestés. Alors de ce point de vue-là, les Gilets jaunes constituent une rupture, puisque bien sûr, s'il s'agit de dire Macron démission et s'il s'agit du RIC, ils n'ont pas gagné. Macron démission, Macron démission, Macron démission, Macron démission.
Mais ils ont marqué des points, ils ont contraint le gouvernement à des reculs et à des contournements, ce qui était la première fois. Et je pense que l'ampleur du mouvement, son caractère inédit, sa durée, a indéniablement contribué à modifier le climat social dans ce pays et peut expliquer la montée de ce qu'on a appelé les colères et le grand mouvement contre la réforme des retraites qui a cristallisé ces colères, pour une part des Gilets jaunes. Si on prend le mouvement de 95 qui posait ouvertement la question des régimes spéciaux de retraite. La France s'installe dans les grèves, des grèves qui s'étendent, se durcissent et se politisent. Trafic quasiment paralysé, des voies occupées et des trains arrêtés en race campagne. D'autres services publics ont été appelés à arrêter le travail. C'est le cas à EDF, GDF. 95-2023, ça fait presque 50 ans. Ça fait plus d'une génération. C'est pas tout à fait rien d'avoir sauvegardé les retraites de presque 2 générations. Le pouvoir est dans la rue, disait l'extrême gauche en 68. Le pouvoir qui est descendu dans la rue en 68 n'était pas celui qu'on croyait, ça a été le général de Gaulle. Bon, aujourd'hui, on a le slogan chanson « C'est dans la rue que ça se passe ». C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. Le fait de marcher dans la rue, d'un point de vue anthropologique, c'est vieux, sinon comme le monde, en tout cas comme les religions du livre. L'exode, les gyres sont des manières de marcher pour protester et pour renverser une situation qu'on ne croyait pas pouvoir. La manif, ça commence quand ? Ça ne s'appelle pas manifestation, mais au Moyen-Âge et à l'époque moderne, la fronde et au début du XIXe siècle, les enterrements politiques, c'est des déplacements dans l'espace public. On n'appelle pas ça manifestation, mais c'est des manifestations. Pendant une très longue période, et là j'y englobe ce que disent nos collègues médiévistes et modernistes, on peut parler de mouvement de la rue, tout particulièrement pour notre XIXe siècle, le siècle des révolutions. Mouvement de la rue, et là, moi, je pense qu'il y a une majuscule, même si on ne l'écrit pas toujours. La rue est sujet de l'histoire. Alors, c'est un sujet fantasmatique de l'histoire. C'est une métonymie, bien sûr. Mais la rue est sujet de l'histoire. Et de fait, Révolution française, 1830, 1848, 1871, avec évidemment l'échec que l'on connaît, la rue est sujet de l'histoire. Elle fait et elle défait les régimes. À partir des années 1880, dans notre pays, aucun régime ne s'est construit ou n'est tombé suite à des manifestations de rue. Et on bascule, c'est un processus, c'est pas du jour au lendemain, mais on bascule des mouvements de la rue sujet, à des manifestations de rue, où la rue est un espace, où c'est ce qui se passe dans la rue, et là c'est indéniablement l'usage de la minuscule. La France est le premier pays qui, au sortir de 14, s'est doté de forces spécifiques pour maintenir l'ordre autrement que par l'armée. Donc la France était à l'avant-garde de ce point de vue-là, en matière de gestion de la protestation dans l'espace public. Mai 1968 révolutionna la France. Il y a 50 ans, ce mouvement social, étudiant et ouvrier changea l'histoire. Tout commença par la mobilisation des étudiants parisiens, un mouvement essentiellement anti-autoritaire, libertaire, qui dénonçait à l'époque l'impérialisme sous toutes ses formes. Après 68, les forces de l'ordre françaises se réclamaient de ce qu'on appelait la doctrine Grimaud, c'est-à-dire zéro mort. Zéro mort, ça passait par la mise à distance. Et le maintien de la distance, c'est-à-dire canon à eau et gaz lacrymogène. C'est pas agréable, mais il n'y a pas de mort. Quand, en 2005, se produit ce qu'on a appelé la révolte des banlieues, il y a eu un retournement dans les stratégies de maintien de l'ordre, absolument à contre-temps de ce qui se passait au même moment dans les pays voisins, et notamment en Allemagne, où la doctrine est devenue la doctrine de l'interpellation. Pour interpeller, il faut se rapprocher. Il faut faire du corps à corps. Le problème, c'est que cette doctrine, qui a été rodée en 2005, a été ensuite mise en œuvre en 2006 contre les manifestations lycéennes, et puis est devenue la norme, avec une transformation de l'armement
dont on connaît les effets aujourd'hui, avec la mise en place des bacs qui avaient disparu suite à la mort de Malik Oussekine, mais qu'on a vu ressurgir de façon absolument terrorisante. Les formes qu'a prises la répression policière aujourd'hui, qui est une forme de répression souvent aveugle, avec le phénomène de Nassage, qui a été condamné par les instances internationales, est un facteur d'escalade. Alors qu'en Allemagne ou en Belgique, les stratégies de maintien de l'ordre visent précisément à casser l'escalade en créant des formes de médiation qui ont produit des effets admis par tous. Je renvoie aux travaux d'Olivier Filiol et de Fabien Jobard qui ont travaillé de façon comparative sur ces politiques de maintien de l'ordre. Et bien évidemment, on hésite, d'aucuns hésitent à descendre dans la rue. Les manifestations... Parlons d'un 1er mai, parce que le 1er mai, c'est des manifestations traditionnelles. Alors le 1er mai, on y allait en famille. On est les enfants. Depuis 1936, c'est devenu un petit peu une photo obligée que le père, avec son môme sur les épaules, dans les manifestations. Aujourd'hui, il faut être un peu, on va pas dire cinglé parce qu'on est sur les ondes, c'est un peu imprudent que d'amener un enfant sur ses épaules ou dans une poussette, y compris un 1er mai, on l'a vu lors de certains 1er mai. Et donc, ça aboutit effectivement à des atteintes à la liberté de manifester. L'existence de mouvements sociaux est évidemment un signe de bonne santé démocratique. L'absence de réponse aux mouvements sociaux, le contournement des mouvements sociaux, l'ignorance des mouvements sociaux, et par contre, fait peser des risques sur la démocratie, comme on le voit malheureusement dans nombre de pays qui nous entourent.